Bonjour et bienvenue dans le programme des podcasts de l'Icolidago. L'Icolidago, mais qu'est-ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'école du village, du quartier et de la maison en Chimaoré. L'Icolidago est une association implantée sur le territoire mahorais qui cherche à accompagner la construction et la reconstruction à Mayotte par le biais d'actions de sensibilisation, de formation et d'échange de savoir. Ce programme nous permet de vous partager l'ouvrage Regards croisés. Cet ouvrage vient suite au cyclone Chido qui a frappé l'île le 14 décembre 2024. Cyclone avec des vents extrêmement violents. Suite à cela, de nombreux acteurs se sont mobilisés afin d'établir un premier diagnostic des dommages, mais aussi des besoins. L'Icolidago a accompagné cette mobilisation sous la forme d'un diagnostic nommé Regards croisés sur les impacts du cyclone à Mayotte. Nous tenons aujourd'hui, avec ce podcast, à revenir sur les besoins post-cyclone, mais aussi à mettre en avant les actions qui accompagnent concrètement la reconstruction aujourd'hui. Cet épisode est produit par l'Icolidago avec le soutien de la Fondation de France. Bonne écoute! Bonjour à tous. L'épisode pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui porte sur le sujet de l'habitat et de la reconstruction à Mayotte post-cyclone Chido. Nous sommes donc accompagnés par Attila Chessial, architecte associé dans l'agence d'architecture Arapa et contributeur du diagnostic Regards croisés. Nous sommes également accompagnés par Lala Ralemoria, directrice territoriale de Mayotte chez Action Logement. Dans cette première partie de cet épisode, nous aimerions faire un point sur les observations constatées par Arapa. Attila, pourriez-vous nous présenter les impacts du cyclone sur l'habitat et quels sont les constats au lendemain de Chido? Le premier constat, c'est que ça a été un cyclone très très violent et très court. Très court dans sa durée, mais très violent dans ses conséquences. Il y a eu trois grandes causes de défaillance des toitures, parce que c'est essentiellement les toitures qui sont parties. Des accessoires de couverture qui étaient mal fixés, qui sont les faîtières, les tôles de rive, les tôles d'arrêtier, les fixations des tôles en sablière. Une mauvaise association charpente-couverture qui vient du fait que les charpentiers ne sont pas des couvreurs et donc à certains moments, quand c'est un peu technique, il y a des faiblesses, en particulier sur les toitures à 4 pentes. Et le troisième élément, qui est très important, puisque beaucoup de maisons ont vu leur toit partir tout entier. Alors, pourquoi le toit tout entier? Parce que si la tôle ne part pas, elle emporte la toiture avec, en tout cas la charpente avec, et c'est le lâchage des fixations de la charpente au chaînage ou à la maçonnerie. Dans tous ces cas, ce sont des erreurs techniques qui sont la cause de ces dégâts. Des petites erreurs techniques ou des manques de savoir-faire qui ont été occasionnés ces dégâts. Mon impression, je connais Mayotte depuis longtemps et aussi les gens qui y construisent, c'est qu'on s'est relâché dans tous ces domaines constructifs et qu'aujourd'hui, on n'a jamais pensé, globalement, les uns et les autres, qu'on aurait un cyclone qui dépasserait les 240 km/h. Voilà, en gros, ce qu'il y a. Alors, quelquefois, quand un toit s'envole, il entraîne la maçonnerie avec, mais c'est pas les maçonneries qu'on lâchait, c'est vraiment les toits. Voilà pour, en tout cas, le constat. D'accord, merci. Ces premières observations ont été donc constatées tout de suite après le cyclone. Nous sommes réunis aujourd'hui, 6 mois après le passage de Chido. Et dans quel état se trouvent les habitats endommagés aujourd'hui et comment les habitants ont-ils réagi suite à la catastrophe pour reconstruire ou pas leur maison? Alors disons que quand on parle d'habitat, on parle de choses très très différentes. Si on prend par exemple l'habitat constitué par les opérations des CIMS, c'est un type d'habitat qui a été touché aussi par Chido. Le deuxième niveau, c'est des habitations qui sont réalisées par les habitants dans les villages, comme ici à Chiconi, qui sont des habitats en dur et qui ont aussi beaucoup souffert de tout cela, mais disons qu'une partie des constructions sont restées habitables. La troisième partie dont on parle peut-être le moins, mais qui est très importante, c'est les 30 000 logements insalubres qui ont été quasiment balayés par le cyclone. Donc, faut toujours faire attention de quoi on parle. Voilà. On va là parler essentiellement de ce qui est réparable
de la reconstruction. On pourra évoquer le problème des bidonvilles, mais c'est un autre sujet, je pense, tout entier. Dans l'habitat qui a été dégradé par le cyclone, par exemple, comme ici, sur le quartier du bas de Chiconi, ce qu'on appelle le quartier historique, il y a eu quand même beaucoup de maisons touchées, puisque nous avons compté qu'il y avait à peu près 235 logements à réparer, dont 170 sont encore habités. Ça veut dire que la différence entre les 170 et 235, c'est qu'il y a des gens qui ont été obligés de quitter leur logement, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas habiter ces logements. On rajoute à ça, bien que ça n'ait pas vraiment de rapport direct avec Chido, qui est quand même quelque chose d'assez important, à Chiconi, il y a 244 logements en cours de construction. Alors ça, c'est un phénomène presque indépendant de Chido, mais quand même très constant à Mayotte, c'est que quand on construit à Mayotte, on construit dans le temps, par action de financement successive. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a 244, uniquement dans ce quartier du bas, 244 logements qui sont construits en dur, c'est-à-dire on a des murs et des toits, mais qui ne sont pas terminés. C'est un peu ça se chevauche un peu, malgré tout, construction et achèvement. Donc notre position, ça a été de dire, nous sommes sur un quartier qui est en partie démoli, en partie inachevé, et nous devons avoir une vision globale de ce travail, à l'instar des opérations que l'on fait d'aménagement, quels que soient les quartiers ou quels que soient les lieux, en France, à La Réunion, ou ici. Donc travailler sur un cadre dans lequel on peut mener des opérations globales. Mais la reconstruction, elle est en train de se faire petit à petit par les habitants, par les charpentiers. Non. La réalité, on va être très clair, la reconstruction de l'habitat dégradé n'a pratiquement pas commencé. Il y a des choses qui ont commencé dans les constructions publiques, il y a des choses qui ont commencé, par exemple l'habitat dégradé des bidonvilles s'est reconstruit, mais l'habitat villageois, il ne s'est pas reconstruit. Mais il y a des choses qui se font quand même, par les habitants eux-mêmes, par exemple. Très peu, pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y a des problèmes, d'abord il faut savoir faire, donc c'est aussi un problème, et ensuite il y a besoin d'argent. On ne reconstruit pas sans argent. Donc là on a un manque d'argent, on a un manque de compétences, et aussi on a un manque de matériel adapté à la reconstruction. Mais est-ce que les reconstructions qui se font, est-ce que elles prennent en compte Chido, par exemple, dans la manière de refaire, par exemple, les toitures ou autres? Actuellement, non. Ok. Donc on refait Très franchement, non. Avec les mêmes erreurs d'avant? On fait avec les mêmes erreurs ou avec des erreurs pires. Ok. C'est-à-dire, on met des tôles sur le toit avec des moyens assez simples. On ne fait pas ça sérieusement, quoi. Mais ça se comprend. On ne fait pas ça sérieusement parce que ce n'est pas encadré, parce que ce n'est pas suivi, parce qu'il n'y a pas une mise en œuvre cohérente. Depuis les matériaux nécessaires, la quincaillerie nécessaire, jusqu'à la réalisation, c'est pas suivi. Voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on pense qu'il faut travailler par périmètre où il y a du suivi. Merci Attila pour cette analyse. Nous avons donc abordé les actualités du côté de la maîtrise d'œuvre. Et vous, Lala, en tant qu'acteur dans le logement pour Action Logement, quelle est l'actualité de ce qui a été réalisé et quels axes de la reconstruction abordez-vous? Oui, donc comme l'a mentionné Attila, Chido a fait que beaucoup de toits des maisons se sont envolés, beaucoup de familles se sont retrouvées sans maison puisque les architectes de l'urgence parlent de 27 000 logements détruits. Attila en parle de 30 000, donc c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc nous, Action Logement, a souhaité apporter deux réponses vis-à-vis de ça. Donc il y a eu deux réponses à deux niveaux. Une pour répondre à l'urgence et une pour accompagner la reconstruction. Donc c'est dans ce cadre. Dans l'urgence, Action Logement, les partenaires sociaux ont créé un fonds de solidarité tout de suite après Chido, dès le 20 décembre.
Et ce fonds de solidarité a été doté de 2 millions d'euros au début. Et après, il a été abondé de 2 millions d'euros supplémentaires. Et avec cette aide d'urgence, la volonté des partenaires sociaux, c'était de répondre à l'urgence des familles, parce que tout de suite après Chido, la question c'était de savoir comment je vais manger, comment je vais dormir, comment je vais faire, comment je vais pouvoir sécuriser ma maison. Et donc c'est pour ça que l'aide après, lorsque les fonds ont été fléchés, Action Logement avait créé une cellule de crise pour définir ce qu'on allait en faire de ces 2 millions en premier lieu. Et il a été décidé qu'on allait verser cette aide sous forme de subvention aux ménages salariés et aux auto-entrepreneurs. La volonté d'Action Logement a été La difficulté, en fait, c'était de trouver un équilibre entre la conformité et répondre aux besoins. Donc, ils ont trouvé un consensus qui a permis, en fait, de demander le minimum, vraiment le minimum de pièces aux gens. La demande, les pièces justificatives ont été vraiment allégées. Et aujourd'hui, à 6 mois de Chido, on peut dire qu'on a accompagné plus de 2500 ménages. On a donné de l'argent aux ménages mahorais pour qu'ils puissent s'équiper sur les équipements de première nécessité. Et quand le fonds de solidarité s'est arrêté, Action Logement a, toujours dans la continuité de son action, s'est mis en relation avec l'État pour aussi distribuer le prêt à taux zéro qui a été décidé par l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, le prêt à taux zéro, nous, on a été prêt à le lancer en début mai. Début juillet, aujourd'hui, à 1+2, on a reçu plus de 80 demandes de dossiers. Donc ça démontre que le prêt à taux zéro, il a vraiment son utilité et il répond à un besoin aujourd'hui puisque les conditions ont été élargies, les périmètres ont été élargis et l'État a aussi permis dans ce PTZ aux ménages de pouvoir réaliser les travaux par eux-mêmes, par exemple, s'ils le souhaitaient. Voilà, donc tout ça, le PTZ, le dispositif a été étudié de façon à répondre aux spécificités de Mayotte et de pouvoir être efficace. Et par exemple, quelles sont les conditions qui ont été faites pour Mayotte, par exemple? Donc en fait, je vais dire PTZ pour être rapide. Donc le PTZ, en fait, c'est un prêt à taux zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Les établissements bancaires et Action Logement ne vont pas gagner de l'argent sur le PTZ. Et il est fait pour réparer les résidences principales impactées par Chido. Donc, ça peut être les résidences principales du demandeur ou ça peut être aussi la résidence principale d'un locataire. Donc, le demandeur peut solliciter le PTZ pour réparer le bien qu'il met en location. Donc, le PTZ, il est fait pour les propriétaires occupants, mais également pour les propriétaires bailleurs. Il n'y a pas de condition de ressources, il n'y a pas de plafond de ressources, c'est-à-dire que quel que soit ce que gagnent les personnes, ils peuvent solliciter le PTZ. Nous, Action Logement, on nous a accordé des dérogations supplémentaires et c'est inscrit dans la loi puisqu'on peut appliquer des différés de remboursement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a fini de débloquer les fonds aux demandeurs, le demandeur a la possibilité, à la constitution du dossier, de demander à Action Logement 2 ans ou 5 ans de différé. Donc, c'est quelque chose qui nous a été donné comme possibilité à Action Logement et qui n'est pas accordé aux autres établissements bancaires. Donc, comme je l'ai dit, avec le PTZ, on a 3 façons de pouvoir faire les travaux. On peut faire par soi-même, c'est-à-dire qu'on demande le financement uniquement des matériaux et après, on réalise les travaux en autoconstruction. On peut aussi passer par une entreprise
Et on peut aussi passer avec une maîtrise d'œuvre déléguée, avec les opérateurs ou les architectes ou les personnes qui peuvent accompagner les ménages dans ces projets-là. C'est très intéressant, merci beaucoup pour ce point d'actualité. Et dans la troisième partie de cet épisode, nous aborderons le sujet des solutions réelles qui sont en cours. Il existe en effet plusieurs leviers d'action, tels que des systèmes constructifs paracycloniques ou encore des démarches territorialisées. Attila, pouvez-vous nous présenter les projets que vous êtes en train de traiter en ce moment à ce sujet ? En fait, on travaille dans 2 directions, ou même dans 3. La première direction, c'est de rappeler aux entreprises qui vont travailler sur la réhabilitation de ces logements des bonnes méthodes. Donc, la Fondation de France nous a permis de réaliser des maquettes en vraie grandeur qui permettent d'exposer les bonnes solutions que les artisans peuvent prendre. Nos premiers contacts avec les artisans ont montré que oui, ça les intéressait bien, ils comprenaient bien, mais par exemple, ils avaient un problème très sérieux sur comment on crée les charpentes sur les chaînages ou les fondations. Pourquoi ? Parce que contrairement à des bâtiments neufs dans lesquels on peut prévoir l'emplacement des ancrages, quand on travaille sur des maisons dont le béton a été fait depuis longtemps, il faut pouvoir l'ancrer dans le béton, et ça, c'est des techniques que les gens ne maîtrisent pas. Et ensuite, on n'a pas les outils véritablement sur place qui nous permettent de faire ce travail. Donc, on a des faiblesses techniques importantes auxquelles on va essayer de remédier par les ateliers, par tout ce travail qui est commencé. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est de se dire que nous avons la possibilité de travailler à la réhabilitation d'un certain nombre de secteurs de l'habitat de façon un peu plus, je dirais, performante, surtout financièrement, c'est-à-dire de plus économique. Nous avons un exemple que tout le monde connaît. Il y a dans tous les villages des cascimes anciennes. Ces cascimes anciennes, elles sont en briques sur lesquelles on a posé les toitures en ancrant les pannes dans la brique. Et bien entendu, tout ça, c'est parti. Donc, il reste juste l'ossature de briques et plus de toit. Donc, il y avait des gens dans ces maisons. Et on se retrouve avec 3 problèmes. Premièrement, c'était des cascimes en accession à la propriété qui n'ont jamais été régularisés. C'est le problème important, pas de régularisation foncière. C'est donc un sujet très important à traiter parce que fondamentalement, si on n'est pas propriétaire de son terrain, même si on dit qu'on croit qu'on a bénéficié d'une accession à la propriété, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec la CUF, on a vu que c'était possible d'arriver à une régularisation globale. Avec la commune aussi, avec le département aussi. Je pense que tous ces gens-là vont se mettre d'accord là-dessus. Ça, c'est la partie technique. La deuxième partie, une cascime, ça vaut pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on la rase et on fait un immeuble dessus, ou est-ce qu'on trouve le moyen, malgré tout, de la réparer ? Et c'est là qu'on a essayé de trouver des solutions un peu malignes, en construisant des chapeaux sans toucher à la brique. Alors bon, ça, vous allez voir bientôt des projets comme ça, ils sont un peu expérimentaux. J'ai ici des images qui montrent ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on part d'une maison cime, on a juste la brique. Là, voilà. On travaille à l'intérieur avec des ossatures qui vont nous permettre de fixer une deuxième structure solide au sol, ancrée dans le sol. On met un chapeau sur cette ossature et on a la possibilité d'avoir un plancher intermédiaire. C'est des choses très très faciles à faire qu'on est en train d'essayer de réaliser. On a 2-3 maisons ici à Chiconi sur lesquelles on va tester ces techniques. L'intérêt, c'est de sortir des réhabilitations à très faible coût et qui permettraient aux gens d'habiter dedans. Alors, on est infra très largement au-dessous des coûts de construction classiques et on peut y arriver. Cela dit, ça nécessite, disons, beaucoup d'efforts des uns et des autres pour arriver à lancer des opérations qui sont pas rentables ni pour l'architecte ni pour personne. Hein. C'est comment on fait de la réhabilitation pas chère, quoi. Mais il faut le faire. On a quand même, sur l'ensemble de Mayotte,
au moins 10 000 ou 15 000 maisons qui sont dans cette situation. Et aujourd'hui, ces maisons qui ont perdu leur toit, il n'y a personne dedans. Ça veut dire que les gens sont relogés à côté. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens qui ont perdu leur maison, ils sont relogés chez les uns, chez les autres, ceux qui n'ont quand même pas des situations très confortables. L'habitat le plus pauvre, mais ça c'est l'habitat urbain le plus pauvre, il faut qu'on arrive à trouver des solutions et c'est celle-là sur lesquelles on travaille. L'habitat le plus riche, c'est celui où on peut avoir des financements, mais encore les gens, c'est ce que je trouve que les actions d'Action Logement vont être très importantes pour ceux qui ont des moyens, mais peut-être pas les moyens tout de suite de sortir 20 000, 30 000. Voilà. La moyenne que l'on fait, nous, sur les opérations qu'on a pu voir, pour remettre les maisons en état, la plupart du temps, la moyenne, c'est autour de entre 20 et 40 000 euros de coûts de construction, si on veut pas aller trop loin, hein, de juste reconstruire correctement. Vous n'avez pas ici des gens qui vont sortir 40 000 francs comme ça, quoi. Donc, il faut qu'ils empruntent ou qu'on les aide. Alors, il y a des contraintes. Le banquier normal, il va pas prêter si on n'est pas propriétaire du terrain, ou de la nécessité de régulariser le foncier. Il va pas prêter si la personne n'a pas des salaires et puis beaucoup de gens sont endettés tout simplement. Et donc, mais je pense que les solutions que Action Logement propose sont assez favorables. Nous, on pense qu'il faut absolument travailler par secteur, surtout au début, tout simplement pour bien roder les méthodes, pour bien montrer comment on reconstruit, pour faire travailler les différents acteurs ensemble. Action Logement, par exemple, d'un côté pour les financements, l'État aussi qui peut peut-être accorder ses subventions. Par exemple, si on fait des opérations d'amélioration de l'habitat, il y a des subventions possibles. De faire travailler la commune là-dessus aussi, qui doit faciliter la régularisation foncière. Et puis comme d'ailleurs ça a été dit dans nos discussions préalables, il y a un travail social très important sur le quartier qui doit être mené parce que nous sommes en face de gens qui sont démunis devant ce qui leur arrive. Ils ont perdu leur toit, ils habitent plus là, ils savent pas s'y prendre, tout ça c'est compliqué pour eux. Et donc il va falloir aider les familles en étant très très proche d'elles. On veut véritablement tout, comment on peut dire, essayer de voir sur ce quartier qui est relativement petit par rapport à Mayotte, mais en même temps où tous les problèmes se posent, comment on arrive à trouver des méthodes qu'on peut reproduire. Voilà. Donc vous proposez faire une démarche territorialisée sur Absolument. Chiconi. Oui. C'est plutôt une opération programmée de l'amélioration de l'habitat voilà. et qui regrouperait plusieurs types d'actions sur Voilà. un périmètre réduit comme ça. Et puis on aura besoin d'opérateurs pour les tenir. On peut imaginer que on préfigure un peu ça peut-être avec l'ICOLI d'Ago, hein, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais l'ICOLI d'Ago n'est pas opérateur, donc il faudra bien des opérateurs pour faire ça au bout du compte, c'est-à-dire dont c'est le métier, ou en tout cas la compétence. Donc on est dans de la préfiguration, la commune est d'accord, à peu près beaucoup de gens sont d'accord, mais il faut bien se rendre compte que c'est un quartier, des quartiers comme ça à Mayotte, avec ces problèmes-là, il y en a peut-être 50 ou 60. Et il faut pas se tromper, c'est peut-être un peu l'illusion qu'on a eue tous, qu'on pouvait réparer tout ça très très vite. Non, on peut pas réparer tout ça très très vite. Il va falloir quand même plusieurs années avec de la formation, avec dans l'encadrement, avec des méthodes qu'on n'a pas encore. Et puis avec des méthodes très très importantes sur comment on va stabiliser les prix si on arrive à faire des commandes groupées et à faire qu'on ait une politique intelligente sur l'importation de matériaux. Oui, c'est Voilà. accompagner la reconstruction sur tous ces critères. Et comment est-ce qu'un acteur comme Action Logement pourrait accompagner une opération programmée de l'amélioration de l'habitat ou d'autres démarches architecturales, par exemple? Et quelles actions adopteriez-vous, par exemple, pour ça? Alors, nous, on est là depuis 2019. Moi, j'ai pris mon poste en 2019.
On travaille déjà pour Mayotte sur le territoire. L'ADN d'Action Logement, c'est le lien emploi-logement. Et donc, nous, on est très intéressés par ce type de projet parce que on accompagne les salariés, les ménages, mais on accompagne aussi les territoires pour qu'il y ait une émergence en fait de conditions favorables pour améliorer les conditions de vie des Mahorais. Donc, ça nous amène, nous, à pouvoir accompagner et soutenir des projets en amont. C'est-à-dire que nous, on n'est pas juste là pour financer la construction de logements sociaux ou on n'est pas juste là pour donner des prêts aux gens. Mais on accompagne aussi tous les projets innovants. Depuis 2019, on en a accompagné pas mal à Mayotte, notamment celui de l'expérimentation d'une charpente en bambou pour le futur tiers-lieu de Mamoudzou. L'utilisation, par exemple, du torchis, on a financé ça. On a financé plein de projets autour qui permettent en fait de tester des techniques, des procédés, des façons de faire, mais tout ça vers un seul objectif, c'est le logement abordable et durable. Donc, nous, on peut soutenir financièrement ce type de projet. On a des enveloppes qui accompagnent les projets portés par les collectivités. C'est une enveloppe qu'on appelle l'innovation territoriale. On a aussi une enveloppe nationale qui est pilotée au national, mais qui finance tous les projets innovants. Donc, cette histoire de charpente, voilà, cette façon de faire, on pourrait soutenir aussi financièrement. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est si c'est un projet qui vise à essaimer après, qu'on peut déployer, c'est typiquement là où nous on est efficace aussi, parce pour pouvoir avoir des logements, il faut qu'on prépare le terrain. Donc tout ça, ce sont des choses qui nous intéressent et pour lesquelles on est en recherche de projets intéressants. Et donc ce serait avec plaisir, parce que nous, sur toute la chaîne, en fait, on a notre place. C'est-à-dire que on accompagne le projet, on soutient le projet au début. On finance l'étude, la mise en place, la partie technique. Et après, dans le projet, s'il y a des ménages, forcément, c'est pour les ménages que vous le faites, ces ménages-là qui ont besoin d'avoir des maisons réparées, on a des financements pour pouvoir boucler du coup le projet. Donc ça fait en fait une espèce de boucle comme ça, où Action Logement est au début et on est aussi à la fin. Donc nous, on est preneurs de ce type de projet. Si vous avez une note, des choses comme ça, donc il faudrait nous les soumettre. En plus, voilà, c'est valorisant aussi pour nous et c'est utile aussi pour nous. Moi, ça m'aide parce qu'on accompagne des ménages et on a besoin aussi de pouvoir faire autre chose pour les aider à pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Pour conclure, concrètement, aujourd'hui, comment participer à la reconstruction de l'habitat? Est-ce que vous avez des trucs à ajouter, des petites réflexions que vous croyez Des choses à rajouter, des choses à dire. Je pense qu'il y en a plein comme tout le monde. Moi, je me pose plutôt du côté ménage, parce que ce sont ces gens-là qui viennent nous voir pour nous soumettre leurs problématiques et souvent on est démunis. Enfin, mes équipes et moi, on est démunis, on ne sait pas trop comment faire. Mais aujourd'hui, pour accompagner la reconstruction, pour moi, il est capital en fait qu'on ait des opérateurs qui soient pleinement engagés et qui soient professionnels dans l'accompagnement des ménages. Quand je dis pleinement engagés, c'est quoi? C'est-à-dire
comment dire, se saisir comme a dit Attila, en fait, c'est social, en fait. Personne ne va pas être riche. Pour moi, il faut vraiment aborder la reconstruction dans sa partie sociale, parce qu'il y a une grosse partie d'accompagnement des ménages, et ça, c'est quelles que soient les catégories socio-professionnelles, parce que moi, aujourd'hui, dans le cadre du PTZ, on a des dossiers d'un retraité comme d'un cadre dans une grande PCI, mais quand on regarde les dossiers, ils sont pas très bien montés, les gens ne comprennent pas trop ce qu'on attend d'eux, pourquoi on demande telle pièce, pourquoi on remplit pas cette case, alors que voilà, c'est des choses qui sont, pour moi, qui sont simples, mais pour ces personnes se retrouvent démunies, surtout même pour remplir un formulaire. Donc, il faut des gens, des opérateurs qui comprennent. Parce qu'aujourd'hui, même quand le PTZ a été sorti, en fait, certains acteurs n'ont pas réalisé qu'ils avaient leur place dans ce dispositif. Donc, c'est quand, en discutant avec eux, en leur disant, mais c'est quoi tes honoraires pour faire tel truc? Mais non, mais nous, on n'est pas dans le PTZ. Ah ben si, tu es dedans. Donc, c'est ça, en fait, ça m'a fait... Il faut des opérateurs qui soient vraiment spécialisés dans l'accompagnement et dans l'amélioration de l'habitat. Pour moi, c'est essentiel pour qu'on puisse reconstruire à grande échelle et aller vite, parce que la saison des pluies, elle arrive. Et le stress des ménages, on le prend de plein fouet quotidiennement, chez Action Logement en tout cas. Oui, en effet, il faut agir vite. Et vous, Attila? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre, parce que on en est là, c'est-à-dire qu'on manque des gens qui vont être capables de faire ce travail d'encadrement, parce que on a besoin de charpentiers, on peut les former, mais on a aussi ce besoin de travailler avec des familles qui sont dans la merde, il faut le dire, et qui vont pas être capables de prendre des marteaux et des clous pour réparer leur maison. Donc là, on manque. Et puis comme on disait, c'est pas simplement technique, c'est la gestion d'un dossier, la préparation d'un dossier, l'explication aussi des problèmes que la famille rencontre. La famille, quand elle rencontre des problèmes, ça peut être des problèmes avec les enfants, ça peut être des problèmes de toutes sortes, qui ont l'air détachés du problème constructif, mais en même temps qui sont très liés. C'est-à-dire comment on aide ces familles. Voilà, donc ce travail social-là, malheureusement, je pense qu'il n'a pas commencé. Pas suffisamment, en tout cas. Merci. Nous voici à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce podcast et pour ces précieux échanges. Et l'ICO Lidago est très content de pouvoir mettre en relation différents acteurs sur le territoire mahorais pour pouvoir arriver à des solutions vite. Et pour compléter ces propos, vous pouvez trouver sur le site de l'ICO Lidago les documents et liens pour tous les sujets évoqués aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci.